Et on en parle avec vous, Nastasia Hadjadji. Bonjour, vous êtes journaliste indépendante, spécialiste de l'économie numérique et auteur de Nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté la planète aux éditions Divergence. Il y a de cela chez Sam Bankman-Fried, il a envoûté ses clients pour utiliser à leur insu, on l'a compris, leurs avoirs collectés via sa plateforme FTX et les investir pour son compte propre. Est-ce qu'il a fait preuve d'un talent particulier ou bien aujourd'hui sommes-nous tous naïfs face aux crypto-monnaies? Un talent, c'est certain, c'est un prestidigitateur, mais c'est aussi et surtout un criminel en col blanc. Et je pense que le verdict vient de l'asseoir, de le démontrer. Il a eu un talent, mais il a surfé sur la hype, comme on dit dans le secteur des technologies, c'est-à-dire l'engouement pour une industrie qui finalement a réhabilité les méthodes les plus douteuses de la finance classique en les parant d'atours de la technologie. Donc cette finance algorithmique, ces cryptoactifs. Mais en réalité, et vous l'avez dit en introduction, Samuel Bankman-Fried est un criminel comme l'a été Bernard Madoff en son temps. Simplement, il jouissait d'une aura particulière. C'était le petit génie de la crypto. C'était ce jeune homme supposément gratifié d'une intelligence hors norme. Parce qu'il arrivait à des performances, comme Madoff d'ailleurs, exceptionnelles. Alors, au-delà des rendements, Samuel Bankman-Fried a construit une persona, une personnalité très distinctive. Ce nerd, sa coupe de cheveux, la manière qu'il avait de se présenter, de parler, de s'entourer, tout en lui jouait sur cette espèce de supposée distinction, comme je disais, un petit génie. Oui. Aujourd'hui, c'est ça dans la Silicon Valley, finalement, c'est la personnalité qui crée l'engouement, un peu à la manière d'un Zuckerberg ou d'un Elon Musk. Ça compte, en tout cas, ça a nourri son succès, ça l'a singularisé au sein de cet écosystème. Il a été présenté avant sa chute comme le nouveau Warren Buffett, mais un Warren Buffett qui se prévalait également du Warren Buffett, pour ceux qui n'ont pas, le plus gros investisseur de la planète, à la tête de son fonds depuis sa ville d'Omaha et qui possède des géants, notamment de la réassurance General Re ou encore General Electric. Et à la différence de ce classique de la finance, vous l'avez dit, Samuel Bankman-Fried se prévalait d'une philosophie. Il arrivait aussi, il se présentait comme un altruiste efficace. Donc l'altruisme efficace est une branche de la philosophie utilitariste qui postulait que pour avoir un impact maximum sur le monde, eh bien, on pouvait gagner de l'argent de toutes les manières, si tant est qu'on les redistribue à des causes qui sont justes et qui ont un impact sur le monde. Ça peut être la malaria, ça peut être la cause des animaux. Samuel Bankman-Fried mettait beaucoup en avant son véganisme, ses causes qu'il défendait. Et ça faisait de lui un personnage relativement singulier. Alors effectivement, sa chute et la faillite morale qu'a démontré sa mauvaise gestion de FTX a également jeté l'opprobre sur ce courant de l'altruisme efficace. Alors vous disiez criminalité en col blanc, dans cette espèce d'écran de fumée que sont aujourd'hui les crypto-monnaies. La délinquance est inhérente aux crypto-monnaies ou est-ce la mauvaise conduite d'un individu en particulier qu'il faut là, d'une certaine manière, accuser? Les avocats de ce système et de cette industrie tendent à la défendre en disant c'était le mouton noir. Moi, je pense au contraire que la prédation au sein de cet écosystème, elle est systémique. C'est le Far West. C'est un Far West qui n'est pas régulé, c'est un Far West qui s'est développé dans les angles morts d'une régulation qui est très largement inexistante, en tout cas aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, où on a un socle minimal quand même qui encadre cette industrie, un socle réglementaire. Mais en revanche, les affaires comme celle-ci se sont multipliées au cours de l'année 2022, FTX ayant été la plus retentissante, parce qu'aussi il faut bien comprendre que c'était la deuxième plus grosse bourse d'échange en volume de cryptoactifs à l'époque, après Binance. Mais si on prend Binance par exemple, le concurrent principal de FTX, autour duquel le marché s'est recentralisé, son ancien patron Changpeng Zhao a été convaincu aux États-Unis de fraude lui-même, de financement du terrorisme. Et voilà, donc ce genre de pratiques, finalement, elles sont systémiques. Alors on comprend, la délinquance est répandue, mais pourquoi? On imagine bien que la collecte de fonds, elle est bel et bien régulée tout de même, réglementée. Vous voulez dire les dépôts? Est-ce que les dépôts sont encadrés? Et surveillés. Les dépôts ne sont absolument pas encadrés et surveillés. Pas encadrés, pas surveillés, et sur un actif qui plus est le Bitcoin. Alors le Bitcoin est le plus connu, mais il y a énormément d'autres crypto-monnaies qui reposent sur un concept, la blockchain, qui par définition est inviolable, mais aussi impossible à percer, c'est-à-dire qu'on investit dans quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on ignore la nature. La blockchain, c'est sensiblement différent. C'est simplement un registre qui est public. Pour le coup, on peut avoir accès à toutes les transactions. C'est un peu le socle technologique des cryptoactifs, en effet. En revanche,
ça n'a pas grand-chose à voir finalement avec le fait que les dépôts soient encadrés ou non. Vous avez par exemple aujourd'hui un des acteurs majeurs de cet écosystème qui s'appelle Tether, qui est en quelque sorte la banque centrale des cryptoactifs. Tether n'est pas audité. On ne sait pas si ce mastodonte autour duquel s'articule toute cette économie a réellement les réserves qu'il prétend avoir. Pourquoi? Parce que les autorités n'ont pas les compétences nécessaires pour auditer des entreprises de cette nature? Alors, je ne sais pas si c'est un défaut de compétence, mais ce sont des entreprises qui se construisent déjà dans les angles morts du capitalisme financier, depuis les paradis fiscaux. Ce sont des entreprises opaques, ce sont des entreprises qui prospèrent sur un boom technologique qui, effectivement, à partir duquel les régulateurs sont toujours un petit peu en retard. Donc ces entrepreneurs, dites-vous, ont finalement un coup d'avance en permanence sur les régulateurs? Sensiblement, oui. Et c'est en train de changer, notamment à la faveur de ce procès qui marque quand même le retour de la justice et du droit au sein d'un écosystème. Ça va avoir des conséquences, vous pensez, sur d'autres entreprises du secteur? Je ne veux pas me prononcer de manière trop rapide, parce qu'en réalité, je pense que des affaires comme FTX, il risque d'y en avoir d'autres. En revanche, ce qui est certain, c'est que le grand public a pu voir au grand jour découvrir la toxicité de cet écosystème et de ces prétendus parangons qui avançaient parés de vertu, alors qu'ils sont en réalité des criminels en col blanc. Et en attendant, le Bitcoin est au plus haut. Peut-être que ça aura un impact négatif sur les cours, parce qu'on souhaite forcément, mais en tout cas, voilà, on imagine que ce type de nouvelles n'est pas forcément bon pour l'industrie. Merci beaucoup, Nastasia Hadjadji, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci.